merci à tous d'être là ce soir. C'est la première édition de Investir Autrement qu'on a co-organisée avec Lucas de Caption, qui sera parmi la première table ronde. Donc voilà, c'est un format qu'on teste. L'idée, c'est de rencontrer les investisseurs de chacun des partenaires qui sont ici présents et vous présenter à tous des nouvelles façons d'investir, comment des nouvelles industries arrivent à se financer, autrement que par les circuits traditionnels. Et dans un second temps, sur la deuxième table ronde, comment il y a des alternatives pour placer son argent, épargner de façon durable et en finançant du coup des actifs aussi durables. Voilà, c'est un nouveau format. On espère que ça vous plaira et qu'on pourra refaire d'autres éditions par la suite. Merci à tous. Je vais laisser la parole à Lucas s'il veut dire un mot. Et sinon, Johan, qui est donc le rédacteur de la newsletter Snowball, introduira la prochaine table ronde. Et voilà, ensuite, après la deuxième table ronde, il y aura donc un moment pour échanger tous ensemble. Vous pourrez venir nous voir. Il y a un cocktail, etc. Donc, on pourra tous passer une bonne soirée. Merci à tous. Effectivement, merci beaucoup à toutes et tous de vous déplacer ce soir. Merci à Thomas, merci à Issa qui n'est pas là, qui est le fondateur de Denki. Merci à Marie que j'ai vue et que je ne vois plus qui est là-bas. Parce que l'équipe Denki a clairement beaucoup plus œuvré que l'équipe de Caption pour organiser ça. Et honnêtement, je les en remercie à la fin d'avoir proposé qu'on co-organise ça et d'avoir fait tout ce travail. Donc merci beaucoup la team Denki et on espère que ça va vous plaire. Tiens. Hop. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, merci d'être là. Je suis très content d'être si bien entouré ce soir. On a 40 minutes, on est 5. On va essayer d'être efficace parce qu'on veut garder des questions. Donc ce soir, on va parler d'investissement et de financement et de voir surtout comment les nouvelles formes de financement peuvent créer du coup de nouvelles formes d'investissement. On va voir les avantages et les inconvénients. Avant ça, je voulais faire du coup un petit tour de table et que chacun se présente rapidement. On va commencer par Valentine et tu nous fais un petit elevator pitch de ce que fait mon petit placement. Waouh, si je commence par un elevator... Ouais, parce que les 30 minutes vont passer très vite, Yoann. Donc bonsoir à tous, je m'appelle Valentine de Maison, je suis la directrice générale d'une start-up lyonnaise, donc je viens de loin pour vous ce soir, qui s'appelle Mon Petit Placement. Et Mon Petit Placement, en un mot, c'est la marque réflexe pour votre premier investissement. Donc j'interviens dans cette table ronde à ce titre pour expliquer qu'il y a toujours un premier investissement. Trop bien. On enchaîne avec Lucas. Un deuxième lyonnais, du coup. Deuxième lyonnais. Je m'appelle Lucas, je suis cofondateur et directeur général du groupe Caption. Donc, c'est un groupe d'investissement régulé par la Banque de France et par l'autorité des marchés financiers, sur laquelle on finance exclusivement des PME françaises rentables, small cap, c'est-à-dire des sociétés qui font moins de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et qu'on va financer principalement en dette sur divers types de mécanismes. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle William Bailey, je suis le cofondateur et CEO de Bolero. Nous, notre métier, c'est de permettre aux particuliers et aux professionnels d'investir dans la musique et plus particulièrement les droits musicaux. Donc on va revenir dessus, mais globalement le but c'est de vous permettre d'investir dans les chansons que vous écoutez tous les jours ou que vos enfants écoutent et de percevoir des rendements récurrents qui émanent directement des revenus générés par les chansons. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, Thomas Penet, je suis cofondateur de Tantième, qui est une plateforme d'immobilier fractionné. Je vous explique un petit peu ce que c'est que l'immobilier fractionné. L'idée, c'est simplement de se mettre ensemble et d'acheter des biens immobiliers qu'on ne pourrait pas acheter tout seul, donc des locaux commerciaux, des murs de commerce, de bureaux, des immeubles résidentiels. On a créé ça il y a 3 ans, on est parisien on a financé 30 millions d'euros depuis la création. Et bonsoir à tous, Ambroise Hélène, je suis le country manager de Bybit, qui est une plateforme d'échange de crypto-monnaies, une plateforme où vous pouvez acheter, vendre vos cryptos, les faire fructifier, les dépenser avec une carte de cashback. Donc c'est plutôt un service ultra retail, et donc Bybit, c'est une société qui a été créée il y a 8 ans maintenant et qui a 75 millions d'utilisateurs dans le monde. Et donc on est maintenant enregistré MiCA, qui nous permet de travailler depuis Vienne en Autriche, sur toute l'Europe. Donc voilà. Trop bien, merci à tous. Je serais curieux de savoir ton numéro 1 à Spotify Wrapped.
T'as pas envie de connaître mon âge, Spotify, c'est catastrophique. Ok, super. Du coup, je voulais revenir sur la base. On va parler du vieux monde qui existe encore aujourd'hui. Lucas, est-ce que tu pourrais nous partager les anciennes ou enfin ce qui existent jusqu'à présent pour se financer dans l'univers des entreprises ? C'est moi qui vais représenter le vieux monde, autant vous dire que ça me fait plaisir. Moi, j'avais monté avant une société de gestion traditionnelle à la sortie de mes études, qui aujourd'hui gère à peu près 400 millions et qui fait de l'investissement. Alors, c'était principalement dans de la start-up, dans de la société tech. Finalement, les circuits de financement traditionnels, ils sont assez simples. Quand on est une PME, c'est la banque. Tout simplement parce que votre rentabilité vous permet de générer des cash flows, donc générer de la trésorerie additionnelle tous les ans. Et cette trésorerie additionnelle, elle permet de rembourser un prêt bancaire, donc le principal du prêt, et ensuite la charge d'intérêt. Donc ça, c'est vraiment le mode traditionnel de 99% des PME en France et en Europe. Et puis l'autre mode, c'est effectivement le capital, donc ce qu'on appelle l'equity, où là, on va avoir envie à un moment donné dans son développement de pouvoir faire appel à des nouvelles sources de capitaux deviennent actionnaires, donc ils deviennent copropriétaires de la société. Et là, qu'on soit une start-up ou qu'on soit finalement une PME qui part dans une nouvelle phase de développement avec du rachat d'entreprise, donc ce qu'on appelle de la croissance externe, dans une phase de transmission, donc ce qu'on appelle du LBO, on va pouvoir faire appel à un partenaire financier qui devient actionnaire et généralement derrière, on va faire du levier avec de la dette bancaire. Et enfin, il y a une troisième source qui s'est développée en Europe depuis à peu près 25 ans, c'est ce qu'on appelle la dette privée. Où là, ce ne sont plus les banques qui prêtent, ce vont être des investisseurs privés, généralement structurés sous forme de fonds d'investissement, gérés par des sociétés de gestion, et qui vont réaliser des types de dettes. Vous avez peut-être entendu ça, c'est de la dette mezzanine, ça peut être de la dette unitranche, il y a plein de terminologies là-dessus, mais en tout cas, c'est une alternative au circuit bancaire, et je finirai en disant qu'elle prend de plus en plus d'importance, et notamment aux États-Unis, et ça arrive très fortement en Europe. Pour vous donner un ordre d'idée, aux États-Unis, Uber n'a pas de banque commerciale, ne se finance pas par une banque commerciale. Et un autre exemple qui est encore plus caricatural, puisque c'est une industrie qui est très intensive en investissement, donc ce qu'on appelle en CAPEX, c'est General Motors, qui est ancien numéro 1 mondial pendant 70 ans de l'automobile à Détroit, qui n'a plus de banque. Pour vous donner vraiment ce que ça veut dire, cette transition-là, cette lame de fond du financement par la dette bancaire vers le financement par du privé, qui ensuite a plein de sources différentes, et ça, on pourra en parler après. Super, ne lâche pas ton micro parce que j'ai encore une question juste pour je voulais juste que tu évoques rapidement le nouveau monde, justement, plutôt côté entreprise. Donc comment on se finance, plutôt crowd equity, etc. Qu'est-ce qui est aujourd'hui un peu à la mode ? Alors, déjà, mine de rien, la dette privée, c'est un peu le nouveau monde. C'est très récent à l'échelle de la finance, et finalement, on revient un peu en arrière sur ce qui se passait au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, où c'était souvent des familles aristocrates, ensuite bourgeoises au XIXe siècle, qui venaient prêter à des entreprises. Et ben là, finalement, ensuite, les banques ont énormément monopolisé ce marché-là. D'ailleurs, il y a le monopole bancaire en France. On n'a pas le droit de prêter lorsqu'on n'est pas une entité régulée, ou quand on n'est pas dans de l'intragroupe. Une holding peut prêter à une fille, mais une société ne peut pas en prêter à une autre, parce que ça, c'est soumis au monopole bancaire. Et donc, effectivement, à cette échelle-là, la dette privée, qui a 25 ans, est extrêmement récente. Et puis ensuite, on a eu des nouvelles formes de financement qui sont arrivées. Johan le disait, on a le crowdfunding, donc au sens large du terme, que ce soit crowd equity pour de l'immobilier ou pour de la société, que ce soit crowd en dette pour des PME ou aussi pour de l'immobilier. Là, on fait intervenir le public, donc la foule, on baisse le ticket d'entrée et on rend finalement accessible des catégories d'investissement qui ne l'étaient pas auparavant. Et puis ensuite, il y a tout un tas de déclinaisons là-dessus qui peuvent exister. William en est un exemple sur la musique avec les systèmes de démembrement de droits. On va avoir la tokenisation, Tantième pourra en parler aussi. Donc il y a toute cette vague-là où en fait on va finalement chercher les sources de financement directement chez l'épargnant en lui donnant cette accessibilité-là ou en allant l'intégrer dans des enveloppes existantes comme l'assurance vie qui aujourd'hui intègre de plus en plus d'actifs de private equity pour permettre à la fois aux épargnants de diversifier leur portefeuille assurantiel mais aussi du coup aux sociétés d'aller solliciter des mannes qui étaient inaccessibles jusqu'à présent. Ouais, très bien. Et justement, pour rebondir sur ça, je voulais juste parce que mon petit placement, vous avez fait justement une levée de fonds en crowd equity ou c'était avec
je ne sais plus quelle plateforme. SoWeFund, ouais, c'est ça. Donc je voulais que tu nous en parles un peu justement comment ça s'est passé, pourquoi, quelles sont les raisons derrière tout ça, voilà. Ouais, alors nous, c'est une histoire qui est pas banale. En fait, on est parti en Serie A en 2023 et cette Serie A s'est très très mal passée. C'est-à-dire qu'il nous restait 2 mois de cash sur les comptes, donc licenciement économique tutti quanti. Une société institutionnelle s'intéresse à nous, c'est une mutuelle qui s'appelle La France Mutualiste, qui du coup a bouclé toute notre Serie A à l'été 2023. Et suite à ça, on a décidé d'avoir une communication très transparente sur LinkedIn, dans la presse, des difficultés qu'on avait eues à financer cette Serie A. Et en fait, nos clients se sont mobilisés en masse et nous ont dit mais nous on a envie de vous soutenir, comment est-ce qu'on peut participer à l'aventure. Donc en fait notre levée en crowd s'est faite sur l'impulsion de nos clients. On avait un objectif de 2 millions pour boucler ce tour. Finalement on a fini à 4,6 millions. Plus de 2500 clients se sont mobilisés. Ça nous place dans le top 3 des plus grosses levées en crowd equity française. Et aujourd'hui, ça a vraiment renforcé la communauté. Donc, au-delà de l'aspect financement, nous, ça nous permet vraiment d'être associés à cette communauté. Ce sont des clients qui, commercialement, churn 2 fois moins, réinvestissent 3 fois plus. Et ça permet de faire aussi pas mal de partenariats. Par exemple, sur notre site, si vous allez vous balader sur le site, ce ne sont que des actionnaires clients sur les photos que vous y verrez. Donc ça crée plein de belles histoires aussi. Trop bien, déjà félicitations parce que c'est cool pour la transparence, tout ça. J'ai envie de me tourner vers le nouveau monde maintenant, justement pour parler blockchain et crypto, et justement pour voir si dans cet univers, il y a aussi des nouvelles façons de se financer. On entend souvent des ICO, des DAO, etc. Donc je me tourne vers Ambroise. Parle-nous un peu de tout ça. Oui, en fait, c'est assez proche dans la philosophie des autres approches de crowd, puisque finalement, un projet, la mode en ce moment, c'est ce qu'on appelle les airdrops. Les airdrops, c'est quoi? C'est financer, mettre du cash dans un projet, l'immobiliser dans le projet, en contrepartie de nouveaux tokens qui sont émis à la création d'une nouvelle blockchain ou d'un nouveau projet. Le dernier exemple en date dont on peut parler, c'est Hyperliquid, qui est une crypto qui est aujourd'hui ultra tendance, qui a une croissance phénoménale, qui est une plateforme de trading complètement décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas un organisme central qui va contrôler et réglementer, c'est simplement des contrats qui tournent sur la blockchain et qui sont capables d'allouer, de traiter les ordres d'achat et de vente et de les allouer au bon portefeuille. Et donc, dans le cadre de leur création, Hyperliquid, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé le support de la communauté crypto. Le deal était simple, bloquer des cryptos, stablecoin, ce qu'on appelle un stablecoin, c'est-à-dire une crypto euro ou crypto dollar, c'est-à-dire qui ne va pas fluctuer dans le temps. 1 égale 1. Et donc les mettre pour une période donnée en gage auprès de ce nouveau projet. En contrepartie de ça, des tokens sont émis pour rémunérer entre guillemets le risque pris par le projet. Le risque est clair, si le projet ne réussit pas sa transformation, potentiellement le nominal est perdu, et si ça se passe très bien, il récupère le nominal plus les nouveaux tokens à un prix ultra faible, pour le coup à quelques centimes, et qui vaut maintenant, je pense, des dizaines, je crois, entre 50 et 60 euros. Et donc voilà, c'est une manière de financer aujourd'hui qui est finalement très proche, et c'est la manière tokenisée de crowdfunder des nouveaux projets. Voilà. C'est assez complexe, mais tu as réussi à bien expliquer. Bravo. On va se diriger vers quelque chose de beaucoup plus tangible maintenant. La blockchain, c'est souvent un peu abstrait. Du coup, on va parler un peu d'immobilier maintenant avec Thomas. Je voulais que tu nous parles un peu justement, un peu comme l'a fait Lucas, des méthodes traditionnelles et des nouvelles méthodes justement pour financer l'immobilier. Alors, j'ai pas tout compris sur la blockchain, désolé, la crypto. Non, l'immobilier, c'est assez simple. Alors moi, précédemment, avant de monter Tantième, j'étais chez un promoteur qui s'appelle Cogedim, donc je connais un peu le sujet. Historiquement, les promoteurs se finançaient avec 10% de fonds propres. Ils empruntaient 40% à la banque. Et le reste était ce qu'on appelle de la précommercialisation, c'est-à-dire qu'on vendait les appartements en VFA, et c'est comme ça qu'on se finançait. Le
le financement, il y a une quinzaine d'années, alors 12-13 ans je crois, est arrivé quelque chose dont tu as parlé, qui est le crowdfunding. C'est-à-dire qu'il y a des plateformes qui sont créées pour des promoteurs ou des marchands de biens qui n'avaient pas assez de fonds propres pour se financer. Et donc, qui ont dit, voilà, je n'arrive pas, j'ai besoin de trouver des fonds propres, je vais les rémunérer auprès du grand public à 10-12%. Et donc, depuis maintenant une dizaine d'années, on a énormément d'investisseurs qui ont mis de l'argent sur des projets de marchands de biens ou de promoteurs avec une rémunération assez élevée, et ça fonctionnait très bien. Et donc, depuis maintenant 3 ans, ce qui se passe, c'est que ça vous aura pas manqué, vous l'avez vu, on a une crise immobilière assez sérieuse qui frappe d'abord les résidences principales, qui frappe ensuite l'ensemble de la profession, donc avec des taux qui ont monté et puis des prix de foncier qui ont monté, etc. Mais on a énormément de promoteurs qui commencent à, au mieux, tirer la langue, au pire, commencent à faire faillite. Et la même chose avec des marchands de biens. Donc on le voit, d'ailleurs il y a eu un article, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était dans Le Monde samedi, qui annonce que maintenant on a quasiment 25% des prêts qui ont été faits en crowdfunding immobilier qui accusent un retard d'au moins 6 mois, et 15% des prêts en crowdfunding qui vont vraisemblablement être perdus. Alors, il y a des premières plateformes qui commencent à se casser la figure. Il y a eu Chorégraphe il y a quelques mois. Là, il y a WeSeed qui a annoncé qu'ils étaient également en forte difficulté. Donc, c'est vrai qu'on est dans un moment de bascule en fait, sur le crowdfunding immobilier, parce qu'il y a énormément d'argent. On parle quand même de Chorégraphe, c'est 100 millions d'euros quand même qui ont été prêtés et qui, a priori, disparaîtront parce que le promoteur ou le marchand de biens fait faillite. Et concrètement, les mécanismes de ce qu'on appelle de gestion extinctive, en gros, qui permettent de récupérer de l'argent, ne fonctionnaient pas correctement. Donc on est dans un vrai sujet compliqué. Moi, je pense que c'est une petite bombe à retardement, ce sujet-là. Et le problème qu'on a, c'est que la crise immobilière n'est pas prête de s'arrêter. On est dans une période municipale, puis de présidentielle. Il n'y a pas énormément de signaux qui montrent que ça va aller mieux demain. Donc tout ça pour dire que le marché du financement immobilier n'est pas simple. Et nous, on se lance à ce moment-là. On se lance à ce moment-là et on se dit, OK, comment on va essayer de faire en sorte de donner encore envie aux gens de financer l'immobilier? Parce que fondamentalement, ça reste encore le placement préféré des Français. C'est quand on interroge les gens, ils aiment l'immobilier, ils ont envie de mettre de l'argent. Et donc nous, voilà, après, c'est pas pour faire ma pub, mais on essaye de faire en sorte que nous, on détient les biens, on ne prête pas de l'argent des promoteurs, et on dit aux clients, vous achetez des parts de biens immobiliers, on va les garder pendant 8 ans, on va essayer de les exploiter au mieux, et puis vous allez toucher des loyers tous les mois, et puis quand ça sera revendu, vous allez toucher une part vous allez récupérer votre capital, et puis s'il y a une plus-value, vous récupérez une part de la plus-value. Et vous n'avez rien à faire. Nous, on pense que ce modèle-là va progressivement, je ne vais pas dire remplacer le crowdfunding, mais va être une nouvelle manière d'apporter de l'argent et de permettre aux investisseurs de continuer à investir dans l'immobilier. Alors le portrait est un peu noir pour le crowdfunding, mais je crois franchement qu'on est dans un moment un peu compliqué. Ouais, justement, en parlant de portrait un peu noir, juste en 30 secondes, c'était pas prévu, mais tu penses quoi de Realty? Alors, Realty, c'est alors Realty, c'est une société effectivement qui a, si tu parles de Detroit, c'est ça, c'est une société qui s'est créée aux États-Unis et qui proposait donc à des investisseurs d'acheter des parts de biens immobiliers. Le problème, c'est que ils achetaient des parts de maisons à Détroit, dans des coins assez hardcore aux US, et c'est toujours la même histoire en fait, c'est que les gens investissent depuis la France ou le Canada sur des biens qu'ils ne voient pas, qu'ils ne comprennent pas, et il y a une obsession pour le rendement, se dire je vais toucher 10%, 12%, 15% de rendement, mais ce que tout le monde a oublié dans le crowdfunding comme dans Realty, c'est que toucher 10% de rendement, c'est un risque. C'est toujours pareil, on ne peut pas avoir 1,7% avec le livret A, 10% et puis avoir le même niveau de risque. Donc voilà, Realty, après je ne sais pas comment ça va se terminer parce que c'est jugé par la justice américaine, mais bon voilà, nous le propos qu'on tient simplement, c'est de dire ok d'investir dans l'immobilier, mais comprenez dans quoi vous mettez votre argent. Voilà. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Ok, très clair. Justement, en parlant de comprendre les choses, je voulais me tourner vers William et essayer de comprendre cet univers très complexe de la musique et du coup comment avant Bolero, les artistes pouvaient se financer, toucher de l'argent, et justement, après, quelles sont les nouvelles formes justement pour se financer et gagner de la thune avec sa musique, quoi. Ok, je vais essayer d'expliquer l'industrie bon courage. en 2 minutes.
Alors, pour faire très simple, au XXe siècle, dans les années 80-90, déjà tous les artistes étaient salariés des maisons de disques. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que, contrairement à un Johnny Hallyday à l'époque, VS à un Jul de nos jours, c'est qu'ils ont la pleine propriété, ils ont la nue propriété et l'usufruit de leurs droits. Donc ça, c'est ce que le streaming a apporté, l'ère du digital. Attends, tu a peux apporté. expliquer ce qu'est une nue propriété Oui, pardon. Donc quand on parle d'un droit musical, il faut l'imaginer comme une maison, hein, globalement. Et chaque artiste, quand il crée un album, il va créer du droit. Et il va forcément détenir la base, mais aussi les revenus futurs, donc l'usufruit. Il peut, dans certains cas, justement, céder l'usufruit en contrepartie de liquidité, soit pour se financer ou pour avoir des soutiens de développement. Mais avant d'en arriver là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le streaming a complètement bouleversé la manière dont l'industrie fonctionne. Et contrairement à l'époque où vous dépensiez une fois 20 € pour acheter un CD et vous l'écoutiez jusqu'à ce qu'il soit rayé, donc il y avait un seul événement de chiffre d'affaires, maintenant, en fait, à chaque fois que vous appuyez sur Play sur votre plateforme de streaming, ça génère un micro-paiement. Sauf qu'à l'échelle du monde, c'est des milliards et des milliards de micro-paiements tous les mois. Donc, c'est des milliards de micro-loyers qui sont payés, en fait, aux détenteurs des droits musicaux. Donc, nous, on a assisté à l'émergence de ces conditions favorables pour imaginer une nouvelle forme de marché, où en fait, d'un côté, on a un stock de droits musicaux, de propriété intellectuelle disponible qui est beaucoup plus important, et d'autre part, un modèle de monétisation qui est hyper intéressant, puisque maintenant, il y a des cash flows récurrents qui sont versés tous les mois, tous les trimestres, aux détenteurs de ces droits. Et il se trouve que c'est pas moi qui ai vu ça en premier, c'est Blackstone, KKR, JP Morgan, qui en fait ont commencé à lever des véhicules dédiés à ces droits musicaux auprès d'investisseurs institutionnels. Donc les institutionnels, c'est tout ce qui est gros assureurs, les AXA, etc., pour déployer de l'argent dans ces droits musicaux, puisque c'est la première fois qu'on assiste à l'émergence d'une classe d'actifs où c'est pas palpable, pour autant les cash flows sont récurrents, il n'y a pas de frais d'usure, il n'y a pas de frais d'entretien, il faut juste s'assurer de collecter les revenus correctement. Donc nous, quand on a vu ça, justement, on s'est posé la question de c'est génial, en fait, nous aussi on a envie d'y accéder, et moi le premier, c'était pendant le premier confinement, et comme pas mal de Françaises et de Français, j'avais un salaire, de l'argent et pas grand chose à faire, donc je me suis dit où est-ce que je peux mettre cet argent, et le placer dans la musique m'intéressait beaucoup. Et en fait, à part acheter des actions d'Universal, mais m'exposer à la gestion d'Universal ou celle de Spotify, il n'y avait pas beaucoup de solutions, donc je me suis dit ça serait intéressant de créer ce qui est devenu Bolero, qui est du coup une plateforme qui permet à tout et chacun de déployer du capital dans la musique. Et donc ce qu'on a créé comme produit, pour que vous le compreniez de manière très simple, on permet à des éditeurs, des compositeurs, et nous on a même une filiale qui fait ça, de faire des émissions obligataires. Donc on va créer des obligations dont le sous-jacent va être un catalogue de droits musicaux. Et donc le rendement que vont verser ces obligations à la masse obligataire provient directement des droits musicaux et donc des 14 sources de revenus qui sont liées à la musique. Donc c'est ce qu'on appelle un rendement traçant. Et donc concrètement, c'est une nouvelle manière pour des artistes un peu plus jeunes. Nous, on essaie de bosser essentiellement qu'avec des artistes établis parce que malheureusement, si on propose des catalogues d'artistes émergents, il y a beaucoup trop de risques. Ça serait comme vous proposez d'investir dans des startups, il y en a 1 sur 25 qui réussit. Donc nous, on va sélectionner quand même des niveaux de consommation minimum. On a des modèles de machine learning qui nous permettent d'être assez précis là-dessus. Et une fois qu'on a sélectionné ces catalogues, on va essayer d'adresser la demande du créateur de la meilleure manière. Donc soit c'est un créateur qui a besoin de se refinancer pour recréer du catalogue. Les cycles en général, c'est tous les 6-7 ans. Ou bien ça peut être aussi un créateur qui en a ras-le-bol et a envie d'ouvrir une ferme dans l'Ardèche et de vendre son catalogue comme un entrepreneur qui vendrait sa boîte. Et donc c'est pareil, on va pouvoir lui apporter cette liquidité. À la fin, ces obligations, elles seront disponibles du coup, elles seront émises, elles seront disponibles à l'investissement au grand public, après un dépôt de DIS auprès de l'AMF. Et ce qu'on a apporté comme innovation, et on pense que c'est une grosse inefficience aujourd'hui sur le private market notamment, donc des private equity funds, donc les KKR, Blackstone et compagnie, c'est qu'aujourd'hui le droit musical n'est pas du tout liquide tel qu'il est pratiqué. Et notre thèse, c'est de penser que tous ces fonds, un jour, ils vont devoir liquider leur position et les Universal, Warner et compagnie n'auront pas forcément les moyens ou les conditions pour absorber ce tel niveau de capital. Donc nous, on sera là justement pour absorber ça et c'est une manière pour toutes et tous d'investir dans ce qu'on appelle l'immobilier culturel, in fine. Merci William, très clair, 9 sur 10, bravo. Du coup, maintenant, je voulais qu'on enchaîne. On a parlé des moyens de financement, mais du coup, je voulais voir les avantages que ça crée pour vous et moi, investisseurs particuliers.
Et donc là, l'idée, on va essayer de faire d'une pierre deux coups pour aller un peu plus vite parce qu'il reste 6 minutes si on veut prendre des questions. Du coup, Lucas, j'aimerais bien que tu nous donnes un avantage et un inconvénient de l'investissement dans tout ce dont on a parlé pour les gens qui nous écoutent. Je dirais que un des gros inconvénients, je passe les inconvénients financiers, je crois que d'autres doivent en parler, c'est le temps. Il faut du temps parce que la bourse, c'est simple. On est un tout petit peu éduqué à ce sujet-là, il y a beaucoup d'infos. Puis la bourse, si vous vous plantez, vous ressortez le lendemain. Vous avez peut-être perdu une partie de votre capital initial, mais vous pouvez faire un aller-retour. Le private asset, donc tous les actifs non cotés, donc l'immobilier, l'infrastructure et le private equity, donc les sociétés, quand vous rentrez, vous ne savez jamais quand vous sortez. Donc du coup, il faut vraiment prendre du temps à la base pour comprendre à la fois la coquille, c'est un peu toujours ce que je dis, on me dit c'est quoi un peu le conseil pour bien investir en private equity? Honnêtement, j'en sais rien, hein. J'ai fait des très bons comme des très mauvais investissements. Ce qui est sûr, c'est que j'en ai toujours compris la coquille, et en fait, c'est pour moi le principe de base. Comprendre la coquille, et ensuite, ce qui prend énormément de temps aussi, c'est de comprendre le sous-jacent. William en parlait juste avant, notamment sur la musique. Donc ça, pour moi, c'est l'inconvénient, c'est que pour bien le faire, il faut avoir du temps. L'avantage, et je suis un très mauvais exemple, moi j'ai 100% de mon patrimoine dans ma boîte et dans tous les projets qui financent ma boîte. Donc très mauvais, honnêtement ne prenez jamais cet exemple, c'est n'importe quoi. Mais par contre, qu'est-ce que je kiffe et qu'est-ce que ça me fait plaisir de financer un projet quand je vais investir dans des droits musicaux avec William. Là, ce matin, j'expliquais à Ambroise, j'étais à Bordeaux avec un gros groupe de chirurgie dentaire bordelais qui est en train de faire des grosses croissances externes en France et qui rachète des dizaines et des dizaines de cabinets et sur lesquels on va très probablement leur financer leurs prochaines acquisitions. En fait, c'est vraiment des histoires, que ce soit des histoires de marché, des histoires de tendance, que ce soit des histoires humaines. Et ça, honnêtement, ça fait 1000 fois plus de bien que de cliquer sur un bouton, désolé Ambroise, pour acheter une crypto ou pour acheter une action de Spotify. Ok, donc si je résume, c'est un côté c'est la passion tangible et l'autre c'est manque de temps, quoi. Ok. Tu peux passer le micro à Thomas, justement. Toi. Ouais, c'est la même chose que toi finalement. Alors j'ai déjà aussi une bonne partie de mon patrimoine dans mes propres projets. Non, enfin moi l'immobilier, quand on était investisseur particulier, concrètement vous aviez soit le choix entre aller voir un conseiller en gestion de patrimoine qui vous vendait un appartement en Pinel et qui n'était pas forcément le meilleur placement du monde, je peux le dire maintenant que je ne suis plus dans la promotion, ou alors vous faisiez un truc qui était all-in, ce qui est quand même une folie, qui était je vais voir un banquier, je suis persuadé qu'il faut que j'achète un appartement à Saint-Denis parce que Saint-Denis ça va exploser. Et donc je fais all-in pour acheter un appartement là-bas. C'est comme si vous alliez voir votre banquier en disant prêtez-moi 200 000 balles pour acheter des actions Netflix. Et je fais que Netflix, all-in. Enfin vous voyez, c'est de la folie. Donc l'idée là c'est vous achetez des parts enfin nous c'est ce qu'on propose, la même idée. C'est vous achetez des parts d'un centre médical, vous achetez des parts d'un local qui est loué à Action, vous achetez des parts d'une maison de retraite, vous achetez des parts. Voilà, c'est le genre de projet qu'on propose, sur lequel vous ne pourriez pas investir tout seul, parce que c'est trop cher, parce que ce n'est pas des biens qui sont accessibles au grand public, et vous diversifiez votre risque. Moi, c'est vraiment ça le seul avantage qu'on ait, c'est de diversifier le risque. Et tu me posais la question de l'inconvénient. L'inconvénient, c'est que c'est de l'immobilier, donc c'est du temps long. C'est qu'on ne peut pas espérer faire une plus-value en un an. Ça n'existe pas. Ou alors, c'est que le type qui vous raconte ça est un menteur. Donc, on achète, on pense que la plus-value se réalise à l'acquisition, mais après, il faut l'exploiter. Et lorsqu'on revend au bout de quelques années, au bout de 8 ans, nous, c'est 8 ans la durée de détention, on espère avoir correctement acheté, avoir bien géré et revendre avec une plus-value. Donc voilà, le problème, entre guillemets, c'est la liquidité. Mais c'est inhérent à l'immobilier. C'est inhérent. Mais voilà, diversification et illiquidité. Ok, très clair. Donc, morale de l'histoire, ne faites pas d'investissement locatif en direct. Non, à une époque, c'était génial parce qu'emprunter à moins d'1%, c'était fabuleux. On pouvait faire du levier, on pouvait. Mais le problème, c'est que, et moi j'en ai fait personnellement les frais, j'ai acheté des appartements et j'espérais que j'allais faire une plus-value et le marché se casse la figure et puis vous gérez des locataires et ça, j'ai pas anticipé que j'allais faire des travaux, etc. Enfin, quiconque a déjà investi en immobilier sait que c'est une galère. C'est une vraie galère. Donc il faut laisser ça à des gens dont c'est le métier. Et les gens dont c'est le métier, c'est soit des gérants de SCPI,
soit des sociétés comme les nôtres. Les géants de SCPI, nous, on pense qu'ils prennent un peu trop de frais. Je vais tirer là-dessus. Et qu'ils n'ont pas forcément respecté leur deal. Mais il faut laisser ça, je pense, à des gens dans ces métiers. Ouais, je confirme, c'est galère. Je vais te passer le micro, Valentine, que tu me donnes ton avantage et ton inconvénient, s'il te plaît. Je pense que le principal avantage, bon, vous l'aurez compris, il est très très loin le monde où vous aviez un seul interlocuteur pour tous vos placements, une seule personne qui était juge et souvent partie pour vous proposer tel ou tel investissement. Donc je pense que le grand avantage de ce qu'on voit de l'industrie depuis à peu près 8 ans, c'est la diversité. Je crois que ça, tout le monde peut en témoigner et la table ronde à laquelle on assiste le montre. Donc, je suis très contente, moi, de voir qu'il y a plein de solutions qui se développent et qu'il y a plein de façons d'investir son argent et que chacun, du coup, peut réellement investir à la hauteur de ses moyens dans des projets qui lui plaisent. Donc, ça, c'est quand même pour moi un joli mouvement qui me plaît beaucoup. L'inconvénient, je dirais que à quel moment l'autonomie devient une fragilité, c'est-à-dire que par voie de conséquence, il y a aussi beaucoup d'investissements qu'on fait seuls. Et quand on fait des investissements seuls, on peut se poser tout un tas de questions ou on peut ne pas se les poser. Et donc, si on ne se les pose pas, on peut faire des erreurs. Donc, l'inconvénient, je dirais, c'est que l'offre, elle est très riche, le marché, il est très éclaté. Et en fait, à chaque fois que vous allez regarder une nouvelle opportunité d'investissement, peut-être qu'il faut se poser des questions un peu différentes de celles qu'on se posait à l'opportunité précédente. Donc, il faut savoir jongler entre des frais qui sont tout à fait différents de l'investissement A à l'investissement B, un interlocuteur aussi, le service qu'on va vous proposer. Donc voilà, l'inconvénient est moins dans la diversité des acteurs, mais dans plutôt la complexité que ça peut apporter, je pense. Très clair, merci. Avant que tu répondes à avantages et inconvénients, j'avais une autre question. J'étais curieux de savoir ce que tu pensais de la prise, la colonisation petit à petit de la finance traditionnelle, de l'univers des cryptos. Genre on voit le BlackRock qui du coup devient le ETF numéro 1, etc. Est-ce on perd l'essence initiale de la crypto ? Est-ce que du coup la crypto devient la finance traditionnelle ? Enfin voilà, juste avoir un peu... 30 secondes. C'est une question hyper intéressante. Peut-être pour clarifier la philosophie Bitcoin, c'était 21 millions de Bitcoin disponibles, pas un de plus, jamais. Et donc avec un pari de dire qu'en phase de masse monétaire croissante liée au financement de dette, etc., le Bitcoin est une forme de valeur refuge complètement décentralisée et donc ne dépendant pas d'institutions, etc. Le fait maintenant de voir des gros acteurs sur le secteur, ça a pas mal d'impact, on le voit en ce moment sur les marchés. Je pense que le côté positif, c'est que Bitcoin s'ouvre à une nouvelle partie de la population qui n'a pas simplement la volonté de faire la démarche d'acheter de la crypto en ligne de manière complètement décentralisée, parce que c'est finalement quelque chose de très complexe, et c'est aussi pour ça qu'on existe. Et je dirais que l'inconvénient par contre, et on le voit sur le mouvement de marché qui a débuté fin septembre, début octobre, c'est que de gros détenteurs de crypto et de Bitcoin en particulier ont finalement vendu leur position, et c'est là où on voit un vrai shift je dirais de la philosophie initiale qui est un peu abandonné par les gros détenteurs, ce qu'on appelle les baleines, par les baleines, et donc avec un rachat par ces gros acteurs. L'avantage, je dirais, c'est que ça montre aussi qu'on a une industrie qui se structure, qui se régule, et l'accès de BlackRock est aussi une belle preuve qu'il y a eu beaucoup de chemin fait depuis 2008. Ouais. Okay, très bien, merci à vous 5 d'avoir partagé votre savoir avec nous. On va prendre des questions, je pense. On a encore 5-10 minutes, c'est ça à peu près ? Ok. Du coup, si vous avez des questions, c'est maintenant ou jamais. Peut-être prendre un micro pour faire circuler. On regarde celui-là. Soyez pas timide. On n'a aucune question. Moi j'en ai plein peut-être, hein, mais...
Vas-y, enchaîne, hein, Johan, si tu as des questions. Alors attends, je Et vais si chercher... vous en avez, n'hésitez pas à nous lever la main. Ok, je vais chercher une question. Du coup, j'ai une question pour Bolero. Tu parlais de la partie revente et liquidité finalement une fois que tu as investi ton catalogue. Est-ce que tu peux peut-être en dire un peu plus sur la manière dont on peut revendre peut-être et genre rendre un petit peu plus liquide son investissement? Aujourd'hui, ce qu'on a le droit de faire, c'est d'organiser ce qu'on appelle un tableau d'affichage à travers lequel, lorsque vous êtes détenteur des obligations, du temps que vous êtes détenteur, vous allez percevoir des rendements tous les trimestres de manière passive. Et puis, si un jour vous voulez sortir parce que Bolero, à travers sa gestion éditoriale, n'a pas encore trouvé de porte de liquidité sur l'actif, parce que parfois on a des horizons d'investissement à 6-7 ans, mais vous, en fait, vous aviez prévu d'investir pour 2-3 ans, eh bien, vous allez pouvoir utiliser ce tableau. Et donc, c'est tout simplement un marché de gré à gré au travers duquel vous pouvez mettre en vente vos obligations. Aujourd'hui, pour vous donner un repère sur des positions inférieures à 50 000 €, il faut compter une trentaine de jours max pour sortir. Sur des positions supérieures, ça peut prendre un peu plus de temps. Alors, puisqu'on grossit et que c'est génial, ça prend de moins en moins de temps, mais du coup, on a aussi ouvert un service. Donc en cas de besoin de liquidité urgente, vous nous contactez et nous, on peut s'en occuper pour vous. Donc voilà comment ça fonctionne aujourd'hui. Et tout l'intérêt de ce dispositif, c'est de faire en sorte que nous, on a des thèses qui, entre guillemets, résultent de notre expertise du marché, de la manière dont on voit l'industrie évoluer. Si vous n'avez pas la patience d'attendre pour notre thèse, vous pouvez sortir avant. Et aussi, ça permet à des gens qui auraient pu manquer les émissions de rentrer, puisque contrairement à des immeubles et des biens immobiliers, il n'y a pas des milliards de catalogues, surtout quand on veut sélectionner les bons, ce qui fait qu'on ne sort pas un nouveau catalogue toutes les semaines pour le moment. Et donc, il y a toujours des nouveaux investisseurs qui veulent rentrer, et donc le secondaire permet ça. Moi, du coup, j'ai une autre question à la rigueur. Ah, vas-y, pardon. Est-ce qu'il marche? Oui. Pardon, merci. On n'a pas parlé des tickets d'entrée, que ce soit pour Bolero ou pour Tantième. Donc je voulais savoir dans quelle mesure c'est accessible aux épargnants. Alors nous, on a mis le ticket d'entrée à 100 €. En réalité, on pensait qu'on aurait beaucoup de petits clients entre guillemets à 100 €. Ça n'a pas été le cas en fait. Le panier moyen, il est plutôt à... Enfin, panier moyen, ouais. Ticket moyen, il est plutôt à 1005 aujourd'hui. Et la bonne surprise qu'on a, c'est qu'on a fait une petite trentaine de projets. On a des clients en fait, qui se constituent eux-mêmes leur propre portefeuille de SCPI. En fait. C'est en train de se passer. Et donc l'encours moyen des investisseurs, il approche plutôt les 10 000, 15 000 €. Donc on reste sur des tickets assez bas. On a quand même des investisseurs qui arrivent parfois, qui vont mettre 50 000, 100 000 €, mais on a un spread quand même assez élevé, tu vois, entre ceux qui mettent 100 € et 100 000. Le rendement est le même, les conditions sont exactement les mêmes. Mais voilà, le 100 € est vraiment symboliquement pour montrer que c'est accessible à tout le monde. Alors pour nous, c'est très simple. Si vous voulez débloquer des allocations personnalisées en pré-vente, c'est-à-dire avant que les actifs soient disponibles au grand public, le ticket d'entrée est à 10 000 €. En revanche, si vous voulez passer par le secondaire, c'est accessible à partir de 25 €. Et globalement, aujourd'hui, on a un peu plus de 22 000 clients, dont seulement 20% qui utilisent les préventes. Et pour que vous ayez les chiffres en tête, ce n'est pas un conseil en investissement, les performances passées ne préjugent pas les performances futures. On a versé 9,33% de rendement annuel moyen, net de frais bruts d'impôt, à nos clients. Voilà. 9,33. Il n'y a pas de mur. Nous, les tickets d'entrée sont plus élevés. Nous, on est entre 10 000 et 100 000 €. On finance, nous, une quinzaine de sociétés par an, donc on en fait assez peu. On a 700 clients et par an, on va financer entre 40 et 60 millions d'euros. Toujours sur ce même segment de la PME rentable en région française, en small cap.
Je continue. Je vous disais, moi, tout à l'heure en introduction, mon petit placement, c'est la marque Reflex pour le premier investissement. Donc, nous, justement, ce qu'on va accompagner, c'est des dizaines de milliers de personnes, mais qui se lancent pour la première fois. Donc, je pense que peut-être le public ici est déjà bien sensibilisé, puisque pour venir parler de thématiques d'investissement comme celle-ci, c'est que vous avez sûrement déjà investi. Nous, en tout cas, on accueille à partir de 300 € dans un mode de gestion qui est une gestion libre conseillée, avec l'idée justement de vous associer à l'investissement pour vous faire progresser et comprendre ce qui se passe. Et aujourd'hui, on accompagne 30 000 clients en France. Nous, c'est 10 €. Et du coup, on a beaucoup parlé de nous, mais pas de Johan. Mais Johan a une newsletter exceptionnelle qui s'appelle Snowball. Je vous encourage à toutes et tous vous abonner. C'est aussi qualitatif que profond. Et moi, ça m'a beaucoup aidé en tous les cas avec mon éducation financière. Et merci à toi pour ce soir. C'est clair. Merci. Bonsoir à tous. J'avais une petite question par rapport aux frais sur toutes vos plateformes respectives. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations? Il faut être aussi bref qu'Ambroise. Nous, on prend 6% de frais à l'acquisition, donc un peu moins que je parlais des SCPI qui sont plutôt à 10, alors sauf les néo-SCPI, 6% à l'acquisition, et 5% sur les loyers. Voilà. Nous, à l'entrée, on ne prend pas de frais puisqu'on se rémunère auprès du créateur. Sur le secondaire, on va prendre 2,5 de frais sur la tenue de registre et on va garder 3% de toutes les royalties qu'on collecte, c'est-à-dire tous les rendements qu'on va aller chercher pour vous. On va garder 3% dessus et c'est aussi pour ça que nos intérêts sont alignés avec ceux des clients finaux. Et nous, jusqu'au 31/12, on était à 0% de frais à l'entrée pour nos gros clients, ce qu'on appelle les blacks, et 1% pour les autres. À partir de janvier, on change de modèle sur lequel, vu que nous, on institutionnalise aussi de plus en plus, on vient de là, nous, vraiment de société institutionnelle, de société de gestion institutionnelle, on va passer sur un modèle de frais annuel. Donc on va être sur probablement 0,5% pour nos gros clients, 0,25% pour nos très très gros clients et 1% pour nos clients notamment qui débutent avec nous. Ça illustre en tout cas parfaitement ce que je vous disais sur les modèles de frais qui sont aussi divers que le nombre d'acteurs. Donc nous, chez Mon Petit Placement, on impulse à l'investissement. Donc je vais vous parler surtout des frais de gestion sur les unités de compte. Ils sont à 0,5% par an. Et on a un modèle de tarification aussi unique en France sur ce marché puisqu'on fonctionne avec une commission de performance, ce qui permet d'aligner les intérêts de quelqu'un quand il investit pour la première fois et qu'il est peut-être un petit peu défiant à l'égard de ce conseiller financier. Est-ce que vraiment les intérêts sont alignés avec les miens? Du coup, nous, on a une commission de performance sur l'encours que vous placez chez nous. Et nous, c'est 0,1% au maximum, et ensuite c'est dégressif en fonction du volume. Donc on commence à 10 €, mais finalement le dépôt moyen, un premier dépôt moyen, c'est autour de 500-600 €, et un utilisateur a tendance à trader de multiples fois, et donc voilà, les frais sont bas aussi pour favoriser le trading. Ouais. Merci à tout le monde. Bonne soirée.